Non, peu importe. Ni vous ni moi ne le connaissons. On ne le connaît que par ouï-dire, par des témoignages de seconde main, par des textes qu'il a pu écrire. Je suis parfaitement incapable de faire la psychanalyse d'un texte de fiction. Je suis incapable de faire la psychanalyse d'une correspondance. Et je suis incapable de faire la psychanalyse d'un témoignage de quelqu'un qui l'aurait connu. Néanmoins, on peut dire qu'il souffrait de nombreux troubles. Paranoïa, dépression violente à répétition, tendance violente, au moins selon les témoignages d'une de ses ex-femmes, tout un être cyclotimique, complexe, qui, d'une certaine façon, mettait à nu tout son monde et tout son trouble intérieur. Alors, après parler de folie, je trouve ça extrêmement caricatural, c'est un argument de journaliste. Parce que voilà, c'est l'écrivain fou qui a écrit Blade Runner. Voilà, on peut passer à l'autre étiquette si vous voulez. La folie de Dick, on va prendre 3 exemples, mais on va être aux limites de la caricature. La folie de Dick revient parce que justement, à la fin de sa vie, en 1974, il a eu cette grande expérience mystique, sur laquelle on reviendra peut-être, voilà, qui l'a perturbé, qui l'a remué au-delà de toute raison. Tout ce qui m'intéresse, c'est de me dire que cette expérience a réellement eu lieu. Je me moque de savoir s'il a rencontré Dieu ou pas. Tant que Dieu ne vient pas me parler à moi dans mon limousin profond, bon. Mais ce qui est important, c'est que lui a vécu quelque chose qui était authentique. Alors après, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'il a vécu. Est-ce que c'était une véritable révélation ou est-ce que c'était une espèce d'attaque cérébrale du lobe frontal qui a comme caractéristique justement de provoquer des hallucinations et une perte de contact avec la réalité. Mais je pense, on pourrait évoquer Antonin Artaud, on pourrait évoquer Carl Gustav Jung, qui a passé 30 ans de sa vie à écrire son livre rouge et qui n'a été publié que longtemps après sa mort. Et surtout, moi je pense à Blaise Pascal, qui au XVIIe siècle a vécu cette nuit de feu où pendant une nuit entière, il a eu des hallucinations et une révélation divine. Blaise Pascal. Il était sur les billets de 500 francs. Et qui, jusqu'à la fin de sa vie, a porté son mémorial, c'est-à-dire une feuille de papier sur laquelle il avait écrit son témoignage, cousu à l'intérieur de ses vêtements. Et quand il changeait de veste, il demandait à ses domestiques de coudre le papier dans une autre veste. Est-ce que quelqu'un viendra vous dire Blaise Pascal était fou? Mis à part Gilles Boulet, dont on parlera tout à l'heure. Donc non. On voit bien le problème de la caricature et le problème des mots qui perdent de leur sens. Philippe Cadic a été interné plusieurs fois dans sa vie. Il n'a jamais été reconnu médicalement fou. Il a été aimé par ses amis. Il a été aimé par de nombreuses femmes. Il a été aimé par ses enfants. Ça a été quelqu'un de bien, ça a été quelqu'un des fois de pas très très bien. Donc ça a été quelqu'un de complexe, mais certainement pas un fou. L'écriture. Ah, oui, le style. Là aussi, c'est une autre étiquette de journaliste qui revient fréquemment. Philippe Cadic ne savait pas écrire. La preuve, certains de ses romans sont très mauvais. Alors c'est vrai, certains de ses romans sont très mauvais, surtout ceux qu'il écrivait en quelques semaines à peine, histoire de toucher rapidement un petit chèque, afin de continuer à pouvoir travailler sur ses livres de littérature générale. Mon idée, c'est que cette histoire du style est un héritage d'une conception un peu romantique de l'écrivain, où l'on considère que l'écrivain est quelqu'un qui emploie une belle langue, donc qui emploie la métaphore, qui emploie la comparaison, un langage, on pourrait dire presque fleuri, travaillé. Or, le style, ce n'est pas que ça.
Le style, c'est aussi savoir raconter une histoire, savoir happer son lecteur, savoir faire de son livre une expérience. Je ne crois pas que si Dick n'avait pas de style, qu'aujourd'hui il serait il serait oublié comme bien des auteurs de sa génération qui ont disparu dans les limbes de la production de la science-fiction des années 50. Ces romans sont bien écrits, sont agréables à lire, parce que c'est un mélange unique entre science-fiction, mysticisme, religion, autobiographie, d'interrogations métaphysiques. Mais c'est aussi des romans qui racontent des histoires, où il y a des péripéties, de l'aventure, donc toute une petite dose un peu héritée des pulps. Pour revenir à ta question, il y a aussi le problème que nous dit qu'on l'a reçu d'abord en traduction. Des traductions qui, pour certaines, ont souvent prêté qui étaient faites sûrement avec sérieux, mais qui répondaient à des objectifs ou parfois des contraintes éditoriales qui faisaient que certains textes ont été traduits un peu à la machette. Avec des traducteurs qui parfois justement voulaient améliorer ou qui reprenaient, corriger ce qui devait être le style. Ce qui fait que maintenant on peut qu'applaudir le fait qu'on ait de nouvelles traductions, soit totalement inédites, comme ça a été le cas pour le Maître du Haut-Château, soit des corrections revues et révisées qui laissent tomber quantité de scories justement qui nuisent à notre contact direct avec le texte. Si vous avez l'occasion, je ne saurais trop vous encourager, même si vous ne lisez pas très bien l'anglais, de lire simplement une nouvelle de Dick, un texte bref, et vous verrez que justement il y a une voix qui se dégage. Vraiment une voix qui est reconnaissable à sa petite musique. Et ça, c'est la définition même du style. Je te propose d'entrer un petit peu dans quelques détails biographiques. Peut-être pas des détails justement, de faire un petit survol. Donc il est né en 1928 pas en Californie, il est né à Chicago, merci Gilles. Il a vécu toute sa vie en Californie. Et d'ailleurs la région marque son œuvre. On peut, alors tu vas me dire si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on peut diviser son œuvre, en tout cas son œuvre dans la science-fiction, son œuvre de science-fiction en 3 parties. C'est un peu schématique, mais il me semble que ça ressemble un petit peu. Il a d'abord commencé en écrivant quantité de nouvelles pour les Pulse de l'époque, c'est-à-dire les revues bon marché de science-fiction américaine. Puis à partir de son premier roman, Loterie solaire, on peut dire qu'il y a quelques 5 ou 6 romans qui vont du mineur au moyen, où il travaille, il se forge une identité d'auteur. On a une deuxième partie de carrière où on a les vrais chefs-d'œuvre. D'ailleurs, tout à l'heure, j'aimerais que tu nous donnes les livres à lire en priorité. Mais on peut citer Le Maître du Haut-Château, Le Dieu venu du Centaure, Ludwig. Et puis jusqu'à sans doute Substance Mort, je pense qu'il y a un vrai tournant et qui entame la 3e partie de l'œuvre où Dick arrive à mêler ce qu'il avait toujours voulu faire, c'est-à-dire écrire des romans, non pas de SF mais des romans de littérature générale, à des problématiques qui lui tenaient aussi à cœur, qui elles appartiennent à la science-fiction. Et donc cette 3e partie, c'est une espèce de mélange des genres entre SF et littérature générale, qui est aussi empreint d'un mysticisme. Tu parlais de son expérience de 1974. Voilà, il y a ces 3 parties, j'ai l'impression de... Est-ce que je me trompe? Pour la première partie, ces premiers romans sont fun. Oui. Il ne faut pas oublier que Loterie solaire, son premier livre, a été pendant des années, presque même 2 décennies, la meilleure vente de Philippe K. Dick. Ce qui fait qu'il disait souvent que son premier livre avait été son grand succès et que toute sa carrière, il n'avait fait que descendre. Je pense que très tôt, au contraire, il a commencé à fusionner la science-fiction et la littérature générale.
pour justement tendre vers quelque chose qui pouvait lui apporter une satisfaction qu'il n'avait pas dans ses écrits de science-fiction. Il faut dire peut-être qu'il a... J'aime bien quand tu me tiens une fois. Il faut dire qu'il a essayé toute sa vie, sans grand succès, de vendre des romans de littérature générale. Il y en a vendu qu'un, je crois, de son vivant. Confession d'un barjot. Et c'est sans doute un des grands regrets de sa vie. Je pense qu'il aurait été plus que ravi de voir maintenant tous ces romans sont publiés. Le dernier qui n'avait pas encore été traduit en français va l'être là cette année. Il a réussi son pari tardivement. Donc il y avait une frustration aussi. Une frustration complexe. Imaginez que vous êtes un écrivain, vous voulez faire cette forme-là. Vous la faites, votre agent l'envoie à différents éditeurs qui font leur métier d'éditeur, c'est-à-dire qu'ils vous envoient des lettres de refus. Mais non. Certains disent non, finalement ce texte-là nous intéresse, mais il faudrait faire quelques corrections. Alors Dick, il se remet au travail, il corrige, on renvoie le manuscrit, et on dit finalement non. Et comme ça, il y a 3-4 textes qui étaient presque publiables. Et in fine, on le lui a refusé. Un éditeur américain donc, lui a proposé de lui payer le voyage jusqu'à New York, dans les locaux donc, de la maison d'édition, pour qu'il travaille avec l'éditeur, pour créer le synopsis et le plan d'un manuscrit, afin de le publier. Malheureusement, Dick est agoraphobe, Dick est incapable de voyager, il refuse. À la place, il va faire une longue conversation épistolaire avec l'éditrice, lui faire lire ses romans, il va lui raconter quelques petits mensonges pour essayer de lui plaire, et il va lui promettre beaucoup de choses, et il va dire qu'il va faire tout ce qu'elle lui demande, et au final, il écrira le livre qu'il voudra, qui bien évidemment sera refusé. Une chose, voilà, il avait cette envie, mais il n'avait pas l'envie de faire des compromissions. Pour Confession d'un barjot, on lui a proposé de réécrire et de changer des choses. Et lui, contre l'avis de son agent, qui lui disait « ça y est, le contrat est presque signé, tu acceptes de faire les modifications, c'est bon », il a dit « je suis incapable de modifier mon manuscrit ». Pour quantité de raisons, il avait écrit à l'époque de sa lune de miel avec sa femme Anne, ce qui fait que quand on lit le roman, on se dit que le mariage était quand même mal parti. Mais voilà, il était incapable de faire la compromission qui aurait donné la chance de percer. Un autre éditeur lui avait même donné une avance, lui avait versé 500 $ en lui disant « on prend votre prochain manuscrit ». Qui, bien évidemment, Dick a écrit ce qu'il voulait faire. Il n'était pas capable de faire il écrivait un roman de science-fiction, il le plaçait sans problème. Je vais dire un gros mot, il écrivait un roman de merde, en science-fiction, il le plaçait sans problème. Il en a écrit 3. Sur 44, on lui pardonne. Mais il y avait cette barrière qui fait qu'il ne parvenait pas à percer. Et cette barrière était renforcée par le fait que c'était un écrivain de science-fiction, donc il était dans le ghetto, dans l'infamie, d'être un écrivain de science-fiction qui avait des velléités de publier des choses, entre guillemets, sérieuses et de bon goût. On parlait de Confession d'un barjot, il avait demandé à son agent de le placer sous le pseudonyme de Jack Isidore, qui est donc le nom du barjot du roman. Cela est une énigme. On peut se demander que serait devenu Philippe Cadic s'il avait vendu un seul roman de littérature générale. Personnellement, je suis convaincu qu'il aurait arrêté d'écrire de la science-fiction et qu'il aurait exploré des voies un petit peu différentes et que, d'une certaine façon, peut-être qu'on aurait eu Thomas Pynchon arriver bien plus tôt. On n'en sait rien. Mais il y a cette blessure profonde chez lui. Cette anecdote, on parlait de son premier roman. Dick travaillait toujours chez un disquaire.
Ça a été le seul emploi stable qu'il a eu de toute sa vie. Et donc son premier livre est publié, il arrive chez le disquaire, et il y avait ses collègues, et il jette le livre par terre, et il traverse la boutique en le faisant avancer à coups de pied. Les autres sont un petit peu interloqués. Ah oui, parce que c'était publié chez Ace Double, donc vraiment une collection de science-fiction à très très bon marché. Et à Berkeley, à Californie, dans les années 50, dans les milieux culturels que fréquentait Dick, écrire de la science-fiction était tout bonnement inconcevable. Donc là, voilà, cette fêlure, cette blessure, mais qu'il a travaillé, ce qui fait qu'il a progressivement créé une forme romanesque qui est très particulière à lui, justement, qui mêle science-fiction et forme de littérature générale, littérature blanche, littérature d'art, comme tu veux. On peut penser par exemple au début de Dr. Blue Money. Tout le début du roman, c'est la description d'une petite ville, avec, voilà, on a toutes les couleurs, toutes les ambiances, on a l'impression d'être dans un roman réaliste, jusqu'au moment où les choses commencent un petit peu à déraper.